l'écran. Et donc voilà, bonjour à tous, webinaire consacré au Maroc, présenté par Luc de l'agence réceptive Hors Circuit qui vient de rejoindre le réseau Together. Et Luc se trouve à Taroudan, au Maroc, et il va nous présenter son Maroc à lui. Luc, Voilà. très bon webinaire à tous. Merci Martin, bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la page d'introduction? Oui. C'est parfait, ça fonctionne. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Luc de l'agence Hors Circuit et j'ai changé de vie il y a maintenant 18 ans. Pour vivre dans une demeure authentique, berbère, traditionnelle, que vous voyez là, et d'où je vous parle en fait. Ça se trouve dans le Haut Atlas occidental, au nord de Taroudant, qui se trouve à 2 heures d'Agadir, et au pied de montagnes que vous apercevez et qui culmine à 3500 mètres tout de même. J'ai épousé une jeune berbère du Cru, Afida, avec qui j'ai 2 enfants qui sont de délicieux mélanges belgo-berbères. Alors, notre maison d'hôte s'appelle les Terrasses de l'Atlas. Vous pouvez regarder ce qu'on en dit sur TripAdvisor en tapant le nom les Terrasses de l'Atlas et puis Taroudant. Alors, on y propose une gastronomie berbère revisitée qu'on nous dit être originale. Puis comme activité, des randonnées de tout niveau, de toute durée au départ de la maison. Et puis également des excursions 4x4 ou à pied vers les Hautes-Vallées. Et des ateliers artisanaux comme la confection de galettes de pain, des tagines, de hamelou, qui est un espèce de Nutella berbère, et puis l'huile d'argan culinaire. Voilà, ça c'est mon cadre de vie. Comme ça vous situe le personnage. Alors, une petite carte pour illustrer les musts que l'on souhaite voir au Maroc. Alors, dans la moitié nord, ce sont évidemment essentiellement les villes impériales, Rabat, Fès, Meknès, et puis un petit peu plus au sud, Marrakech. Et puis, une fois traversé la chaîne du Haut Atlas, on accède à la boucle qui est la plus fréquentée, que vendent pratiquement toutes les agences, et de la même façon. Donc, de Ouarzazate, avec le fameux Ksar Aït Benadou, avec ses casbahs. On passe aux gorges du Dadès et du Todra, que vous voyez sur la carte. Et puis de là, les gens veulent toujours faire le désert, donc vont dune de Merzouga. Et puis, bref, retour par la vallée du Dra. Et bac sur Marrakech, et puis basta. Et finalement, peu vont dans le désert de l'Erkchegaga, qui se trouve au sud de la vallée du Dra. Peu vont aussi dans l'Anti-Atlas, qui est formidable, avec ses gorges, ses agadirs, ses palmeraies. Encore moins vont sur la côte, avec notamment la plage Blanche, et plus bas encore le Sahara côtier, qui est absolument méconnu. Donc, je vous parlais de cette boucle que toutes les agences proposent. Or, je dirais par exemple, le Ksar d'Aït Benadou, bon, pour moi, est un calvaire. Alors ici, ce n'est pas le Ksar d'Aït Benadou, c'est à l'inverse, c'est une photo qui évoque plutôt la paisibilité et qui est en contraste total par rapport à ce Ksar d'Aït Benadou, qui est débordant de boutiques, qui vous hèle. De même, les gorges du Dadès et du Todra, que tout le monde veut voir, vous mettre dans les programmes, bon, sont devenus beaucoup trop bétonnés. On ne peut plus non plus dormir dans les dunes de Merzouga. Je ne sais pas si vous le savez, vous en êtes conscients, ceux qui proposent le Maroc. Mais les bivouacs ont été interdits, ont été détruits, enlevés des dunes, et maintenant sont présents au pied des dunes, juste à côté des hôtels qui les gèrent, ce qui est
peu exotique. Et puis alors défilent en permanence des quads et des buggy entre le bivouac et les dunes. Bon, moi, c'est vraiment pas l'image du Maroc que j'ai envie de donner à mes clients. Alors ici, vous voyez une photo d'un Agadir avec ses différents greniers, ses différentes chambres. Euh, donc, ce que je voulais évoquer, c'est qu'il y a une espèce de comportement moutonnier où tout le monde va voir ce que les autres vont voir et sont heureux de cocher les musts. Ah, et ça, je l'ai fait. Je dirais c'est vraiment par ignorance de ce qui existe ailleurs dans le Maroc. Et pour moi, cette boucle traditionnelle que j'ai décrite tout à l'heure, hein, de Marrakech, Gorge d'Idades, Todra, Merzouga, etc., c'est vraiment éculé. Et quand j'ai la possibilité de demander aux clients qui me demandent ce circuit avec ses musts, comment ils se verraient en fait voyager, eh bien, beaucoup me disent qu'ils recherchent de l'authenticité, veulent fuir le tourisme de masse. Et donc, c'est une constante que j'essaye de contourner systématiquement avec des explications de la patience. Et dans 80% des cas, j'arrive à réorienter les clients vers des circuits plus originaux et moins courus. Et donc, ma question ici à vous, à agence de voyage, c'est de réfléchir à votre rôle. Est-ce que vous voulez vendre tout ce que les autres vendent ou est-ce que vous voulez vous démarquer? Alors, on va un petit peu parler pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas trop le Maroc, quels sont un peu les aspects pratiques de l'organisation d'un voyage au Maroc. Bon, on va faire ça assez rapidement pour ne pas embêter ceux qui connaissent ça par cœur. Donc, on va parler de ces différents points. Alors, concernant les conditions d'entrée, c'est très simple. Pour l'instant, c'est juste le passeport et un formulaire sanitaire à télécharger, à remplir. Et c'est tout. Donc, pas compliqué. Au niveau de la sécurité, c'est souvent une question qu'on nous pose parce que pas loin de l'Algérie, puis les problèmes avec le Polisario, le Sahara, l'ancien Sahara occidental. Bon, personnellement, moi, je me sens en totale sécurité au Maroc, que ça ne serait certainement pas le cas à Paris ou à Bruxelles. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un État très policier. Donc, il ne rigole pas avec la stabilité et la sécurité. Et contrairement à ce que parfois les gens croient, c'est justement plus vous vous éloignez des principaux sites touristiques, plus ça sera serein et tranquille. Alors, où atterrir? Évidemment, souvent c'est Casa et Marrakech, surtout si vous voulez proposer les villes impériales. Pour le sud et le désert, je dirais l'idéal c'est Ouarzazate, mais malheureusement il y a peu de vols et souvent cher pour les golfeurs. Sinon c'est Agadir, parfois un petit peu plus cher que Marrakech, pas toujours, mais attention aux fausses économies d'aller à Marrakech parce qu'il vous faut encore traverser tout le haut Atlas pour arriver dans le sud authentique et vers les déserts. Donc Marrakech, souvent, c'est l'aéroport un peu incontournable, mais pensez un peu à toutes ces compagnies low cost qui proposent d'intéressantes destinations comme Fès, Tanger, Essaouira, au départ donc aussi de villes de moyenne importance en France. Alors une fois au Maroc, je ne sais pas si je peux enlever cette barre-là. Voilà. Une fois au Maroc, comment se déplacer? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas mal de réglementations en matière de transport touristique dans ce pays. Mais disons que la plupart des circuits se font soit en minivan de type H1, soit en 4x4. Et là, c'est toujours des 4x4 modernes parce qu'il y a des contrôles dans tous les sens. Et là, on a affaire à des chauffeurs rodés au niveau de l'encadrement, pas évidemment au niveau de la conduite, mais aussi au niveau de l'encadrement des clients. Et en général, ils jouent le rôle de guide généraliste et puis également de compagnons de voyage. Donc, en général, ils ont une grande importance dans le succès du voyage. Par contre, au-delà de 6-7 personnes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe alors directement, enfin, le parc au Maroc est conçu comme ça, à des minibus de 14 places et plus. Et là, ne comptez plus sur le chauffeur pour cet encadrement-là. Il faut vraiment lui affecter un guide.
Or, les guides ici au Maroc, pour faire des circuits complets, sont rares et peu fiables au niveau de l'agenda. Donc, la meilleure solution, c'est d'envoyer quelqu'un de votre agence pour encadrer le groupe, ce qui a son coût, évidemment. Sinon, mieux vaut avoir un budget un peu plus élevé et mettre 2 minivans ou 2 4x4 pour un groupe un petit peu plus important. Et puis, n'oubliez pas que le réseau routier s'est énormément développé ces dernières années au Maroc. Il est tout à fait possible aussi de vendre un circuit, un autotour. Donc, un circuit où le client conduit le véhicule de location qu'on lui trouve, qui est une solution bien meilleur marché pour voyager au Maroc. Et évidemment, cette solution-là aussi, ses inconvénients. Ce n'est pas toujours du repos ou des vacances pour le chauffeur, pour le conducteur. Alors, à quelle époque c'est souvent une question qui revient. La chose la plus importante à ne pas oublier, c'est que l'été, tout ce qui se trouve à l'intérieur du pays comme Marrakech, et les déserts, ces fameuses gorges hyper touristiques, certaines semaines, ça peut être de véritables fournaises. Donc, il faut vraiment que les clients soient bien conscients de ça. C'est pas infaisable, mais on peut mal tomber, et donc c'est pas pour tout le monde. Les sujets un peu sensibles à la chaleur, ça va pas le faire. Sinon, se concentrer plutôt sur l'immense côte, avec Rabat, plus au nord, puis Essaouira, et puis descendre vers l'Exira, où il y a des arches, ou la plage blanche, qui peut être un désert alternatif, même si c'est moins connu, voire même le Sahara côtier encore plus bas. N'oubliez pas non plus qu'en août, ce sont les vacances des Marocains et que les prix grimpent en flèche, et puis que les disponibilités surtout s'amenuisent. Et puis ne pas perdre de vue la période variable du Ramadan. Cette année, c'est en avril, et puis ça se déplace de 3 semaines chaque année un peu plus tôt. Donc, le Ramadan, par contre, n'empêche pas de voyager. Mais disons que c'est un peu moins agréable. Les chauffeurs sont un peu plus à la ramasse. Les sites sont ouverts, mais c'est plus difficile de se trouver à manger à midi. Donc, il faut un petit peu d'organisation, mais ce n'est pas infaisable. Alors, quel hébergement choisir? Vraiment, au Maroc, c'est ce qui est sympa, c'est de loger dans des hébergements typiques et de petite taille, comme des casbahs, par exemple, dans des maisons d'hôtes ou des auberges gérées par des Marocains ou des couples mixtes, mais qui sont tenus donc correctement. Loger dans des hôtels, c'est vraiment une faute de goût pour moi. Et puis, il faut oublier le logement chez l'habitant, qui est vraiment pas organisé comme en France. J'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là, mais c'est absolument pas fiable à tout point de vue. Il faut vraiment opter pour une formule maison d'hôte. Et puis, bien sûr, il y a le logement en bivouac, et là, on trouve de tout, du bivouac standard avec des sanitaires communs, pas très chers, jusqu'aux tentes confortables avec sanitaires privatifs, jusqu'aux tentes de luxe, qui sont souvent beaucoup trop chères et sans grande valeur ajoutée par rapport à une tente confortable, je trouve. Et dernier point, la durée du voyage. Alors évidemment, la plupart des gens veulent voyager sur 8 jours, 7 nuits, mais ils veulent tout voir aussi. Donc pour moi, c'est un vrai cauchemar. Donc essayez en amont, surtout si les clients recherchent la rencontre, l'authenticité, etc., de les convaincre de partir plus longtemps. D'autant que la moyenne horaire de conduite n'est vraiment pas élevée au Maroc. Donc un simple trajet de Marrakech vers le désert demande 10 heures, sans aucune visite en chemin, sans les pauses. Donc il faut faire des étapes, quoi. Les gens disent je serai à Marrakech, je voudrais faire une balade à dromadaire. À part une balade touristique de la Palmeraie de Marrakech, si vous voulez vraiment voir le désert, il faut faire un circuit, quoi. Alors surtout quand il y a des enfants, ils ne vont pas se taper 10 heures de trajet, quoi, dans chaque sens en plus. Donc, je dirais une envie de désert, même furtive, ça exige, je dirais, 4 jours et 3 nuits, dont une nuit dans le désert, ce qui n'est déjà pas beaucoup, et puis 2 nuits d'étape. Alors, ici, je vous montre quelques agences de voyage qui nous ont choisis depuis longtemps. Nature Morocco, au UK, il y en a Viaggi en Italie, le réseau Prêt à partir qui vient nous faire confiance.
et l'agence de voyage Ulysse en France. Et puis nous sommes présents aussi en B2C sur de nombreuses plateformes où nous sommes seuls ou à deux, Voyage Autrement, Trip Connexion, Nomadaise, Partir.com, etc. Nous sommes membres aussi de l'association des acteurs du tourisme durable. Voilà pour nos références. Et puis parlons un petit peu de nos voyages, de nos produits, comment nous concevons ça. Alors, je dirais que le premier point qui compte pour nous, c'est, je vous l'ai dit en début de diaporama, c'est l'authenticité. On propose des voyages authentiques. Alors, c'est un mot qui, je le sais, est très galvaudé. Quand on navigue sur Internet, on a l'impression que toutes les agences prétendent en faire, comme c'est commode. Je dirais que notre différence, c'est que nous, on ne se contente pas de le dire, mais on le fait, et puis en plus, on vit de cette façon. Et c'est ça qu'on essaye de partager. Il n'est pas rare que je sois moi-même l'organisateur et le chauffeur d'un circuit un peu plus hors des sentiers battus, que je ne peux pas justement déléguer à des chauffeurs. Et donc, je peux ainsi partager cette connaissance du terrain et ces aspects authentiques, toutes ces adresses authentiques, que j'estime authentiques, que je connais. Notre autre force, donc, je viens de le dire, c'est une connaissance approfondie du terrain. Je vous mets au défi de trouver un responsable d'agence qui passe en moyenne 2 mois par an en repérage et en reportage. D'ailleurs, je voulais faire, durant cette présentation, je vais mettre pas mal de vidéos, mais bon, Martin m'a dit que ça allait être un peu difficile avec la bande passante. C'est pas grave. Donc, quand vous avez une demande un peu spécifique, en général, il est assez difficile de me mettre en défaut. Notre autre point fort, je pense, c'est de pouvoir proposer des vraies immersions dans la nature et que nous sommes quasiment les seuls à être capables d'organiser. Donc, plutôt que d'un campement dans le désert, par exemple, où à la dernière minute arrive un groupe d'Allemands en quad qui vient faire la fiesta toute la nuit, ce qui n'est vraiment pas, encore une fois, l'image du désert qu'on a envie de montrer. Et ben nous pouvons occasionnellement, mon épouse et moi, organiser des bivouacs sauvages à l'écart, en pleine nature, en toute sécurité, bien évidemment, pour pouvoir vraiment vivre le désert. Et ça n'empêche pas de bien manger ou d'avoir ses boissons préférées dans notre grand frigo à compression. Et dernier point, je dirais qu'une de nos originalités, c'est aussi la possibilité alors c'est un rapport direct avec cette authenticité, cette possibilité de rencontrer des locaux par le biais d'ateliers artisanaux. Donc, on soutient plusieurs coopératives ou plusieurs associations solidaires, et ce qui nous permet de proposer toute une série d'ateliers artisanaux, que ce soit comme je disais tout à l'heure, fabrication de bulles d'argan, mais ça peut être aussi le tissage ou la teinture de laine, ça peut être tous les métiers artisanaux que vous pouvez imaginer, le tressage des nattes qu'on met au niveau des toits, comme il y en a au-dessus de mon bureau, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Et en ce qui concerne notre façon de travailler avec les agences de voyage, j'ai retenu 5 points à vous partager. Empathie envers les clients. Pour nous, c'est très important. Je pense qu'on fait preuve d'une réelle empathie désintéressée envers les clients. Je dis toujours, je ne voudrais pas qu'on leur fasse ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv. Donc, il est exclu d'emmener les voyageurs dans des boutiques pour toucher des commissions ou dans la famille du guide qui va facturer des prestations ou vendre des souvenirs. Donc moi, je suis du même bord que vos clients et nos chauffeurs doivent aussi se comporter de façon équivalente. Point suivant, je dirais, c'est la rigueur. Rigueur dans l'organisation. J'ai travaillé longuement dans des cabinets d'audit. Bon, modestement dit, je suis le roi des listes. Donc, je déteste l'à peu près et ce qui vous en conviendrez est un véritable tour de force en terre africaine, je peux vous le dire.
point suivant, je dirais, une de nos forces, c'est la rapidité de réaction. En temps normal, notre temps moyen de réponse est d'une demi-journée. Une demi-journée. La réactivité, pour nous, c'est une discipline, car nous savons, pour vendre nous-mêmes aussi en direct, que le client n'attend pas et que la concurrence est là, pas loin. Énormément de clients sont agréablement surpris par la vitesse de nos réponses. Et puis, avant-dernier point, moi j'aime bien proposer cette approche tripartite. Oui, approche tripartite. Alors, tout le monde n'est pas d'accord de faire ça. Toutes les agences de voyage ne sont pas nécessairement pour, mais je trouve que c'est un plus quand le client le souhaite de pouvoir organiser une réunion d'information, d'échange entre l'agence de voyage, l'agence locale réceptive et le client. Alors, ça permet non seulement au voyageur de rencontrer son prestataire local principal, lui poser toute question pratique, mais ça permet au réceptif aussi de mieux comprendre les attentes du client et à l'agence locale de montrer le sérieux de son approche et la qualité de ses contacts. Et voilà, dernier point, je dirais, c'est notre force de proposition, c'est-à-dire qu'on ne va jamais se priver de suggérer des modifications, des améliorations à l'ébauche de programmes que vous pourriez avoir ou aux attentes des clients. Donc, on ne ménage pas notre temps pour vous faire des propositions. Voilà. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est de visualiser un peu un circuit parmi tant d'autres. Ça vous permettra de vous évader un petit peu, de vous offrir un moment d'évasion dans votre journée de travail. Ici, j'ai retenu un circuit dans l'Anti-Atlas. Alors voilà en bleu là où ça se trouve. Donc c'est pas trop étendu géographiquement. Idéalement, on démarre d'Agadir. Ça se déroule donc dans le sud-ouest de l'Anti-Atlas et essentiellement dans les environs de la grande ville de Guelmim. Alors, en fonction de l'heure d'arrivée, j'aime bien faire étape et déconnecter directement les clients à l'auberge du Rayon Vert chez Rachid, en bordure de l'océan Atlantique. Voilà Rachid, qui fait de poissons délicieux. Et de là, on accède à la plage blanche, qui peut servir, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, de désert alternatif à faible distance d'Agadir, donc de l'aéroport. On est à quoi, 4-5 heures. C'est pas du tout développé touristiquement, et en règle générale, on doit établir un bivouac sauvage dans une gorge ensablée de toute beauté, qui donne sur cette plage qui fait 35 km de long et sur laquelle on peut rouler avec le 4x4. Enfin, c'est très grisant. Il y a un pied-à-terre possible à Fort Bouchérif qui propose des tas d'hébergements différents, de différents conforts, mais on reste toujours en pleine nature. Et puis on rentre à l'intérieur des terres. Et là, c'est une région où il n'y a personne qui va, pratiquement. Et pourtant, c'est de toute beauté. Ici, on est dans une zone avec des buttes de terre érodées par le vent, qui forment un paysage très curieux, où on peut déambuler avec le 4x4 ou à pied. C'est assez sympathique. Puis un petit peu plus loin, on a un paysage qui rappelle vraiment la Mauritanie, avec des acacias. Et au fond de l'image, vous devinez un peu les premières dunes de sable. Et là encore, il n'y a aucune infrastructure touristique. On a plutôt tendance à monter un bivouac sauvage. Sinon, on poursuit le chemin et puis on va dans un hébergement un petit peu plus au nord. Et puis on arrive à la palmeraie de Tirmert, un petit peu connue pour ceux qui connaissent le Maroc. Palmeraie verdoyante et qui propose pas mal d'hébergements de différentes catégories. Et là, j'ai mon ami Salia qu'on voit sur la gauche, là, avec le t-shirt vert, une femme très, très méritante, très énergique, qui a une auberge traditionnelle, sahraoui, en terre, avec toilettes sèches.
Bon, il y a des vraiment plus confortables, pas loin, hein, mais disons que là, on est dans l'authentique à fond la caisse. Elle recueille des animaux, elle s'occupe des enfants avec beaucoup de bienveillance et d'efficacité. Et notre agence soutient d'ailleurs régulièrement financièrement ces actions solidaires, comme par exemple le ramassage des déchets à la plage blanche, euh, l'auberge Morillon vert qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Dans cette palmeraie, il y a deux musées de la vie traditionnelle sahraoui, qui sont ici, c'en est un qui est agencé dans un ancien caravansérail, qui était une espèce d'hôtel d'étape à l'époque des caravanes. Voilà des objets qui sont présentés dans l'un de ces musées. Ici, ce sont des selles de dromadaires. Et puis avec l'immanquable cérémonie du thé de bienvenue, bien évidemment. Un petit peu plus loin, on est à Fasques, et là, une source chaude totalement inattendue, absolument pas exploitée, où on voit ici ma femme, on aime bien faire halte pour nous requinquer, avant de poursuivre, et poursuivre vers les dunes d'Elborg. Alors, c'est pas impressionnant comme Merzouga, mais on est au calme et il n'y a absolument pas de surtourisme. Ensuite, on revient à une petite oasis, l'oasis de Tidelt, où j'aime bien faire halte chez Hassan, qui dispose d'un campement sommaire, certes, mais qui s'adonne à la permaculture. C'est encore une belle rencontre et un homme méritant. Bon, voilà, il propose des tentes simples, mais traditionnelles. Et puis, possibilité de faire une piste qui passe par de chouettes gravures rupestres, qu'il est amusant de chercher dans les amas de rochers. Et plus à l'est, on arrive à Amtoudi, qui est un village berbère situé à l'entrée d'une superbe gorge, qu'il faut remonter à pied pour se baigner dans des vasques naturelles, balade extraordinaire, et qui est passé par la visite de deux agadirs. Les agadirs, ce sont ces greniers collectifs haut perchés. Ici, il y en a deux qui ont été rénovés et entretenus, et c'est vraiment le clou du voyage en termes d'architecture locale. Voilà le deuxième agadir. Et à Amtoudi, généralement, on loge à la maison d'hôte Tigmi Bulbul. Bon, il n'y a pas un choix énorme dans le sud, mais ça convient très bien. Et puis, on poursuit la boucle en direction de Tafraout, qui est la capitale de l'Anti-Atlas, mais en empruntant une petite route très peu fréquentée, qui serpente dans une gorge qui est vraiment digne des films de Sergio Leone. Et là, franchement, les gorges du Dadez et du Todra dont on parlait tout à l'heure, que tout le monde va voir, n'ont qu'à aller se rhabiller. La superbe palmeraie dans cette gorge-là. Et dans le prolongement de cette gorge, ça se transforme en canyon étroit, avec des à-pics de 400 mètres, qu'on peut remonter à pied complètement jusqu'à un fer à cheval. Là, on en prend vraiment plein les yeux. C'est aussi dans cette région-là que je propose du trekking entre oasis et gorge, on va dire, selon plusieurs formules d'encadrement possibles. Ici, on voit à gauche mon ami et guide Abdoulaye. Bon, c'est rigolo parce qu'en fait, là, j'étais en repérage avec eux deux et en fait, on avait un âne qui n'était pas du tout à la hauteur et qu'il fallait pousser et on devait porter nous-mêmes les bagages. Bon, la petite anecdote. On arrive à Tafraout, au cœur de l'Anti-Atlas. Là, il y a pas mal de choses à faire. Ici, c'est une maison-musée traditionnelle qu'on peut visiter. Et puis, pas loin, il y a encore les gorges des Hadait Mansour qui sont très sympas à voir. Les fameux rochers peints aussi, qu'on aime ou on n'aime pas. Mais bon, voilà, c'est une des curiosités de cette région. Et puis, on termine par Boutrouche, qui est un bled perdu sur un haut plateau venteux de l'Anti-Atlas, assez aride, où notre agence tente de soutenir une initiative locale de coopérative féminine. On peut même dormir dans les bâtiments de l'association et assister à un de ces ateliers artisanaux dont je parlais tout à l'heure. Ici, c'est un atelier de teinture de la laine qui précède après un atelier de tissage. Et bon, la dernière fois qu'on y est passé, on n'était pas avec des clients et les femmes ont voulu habiller mon épouse avec l'habit traditionnel qui ressemblait pas mal d'ailleurs à la tenue berbère
utilisé lors de notre mariage. Donc voilà, petit clin d'œil. Eh bien, bienvenue donc dans notre univers hors circuit. Et puis, merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura fait passer un bon moment. Et j'attends vos questions. Merci Luc. C'était très intéressant. Merci pour la qualité de ton support de présentation, ces belles photos et le rythme qui était très, très agréable à suivre, très original. Eh ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Comme on est en petit comité, vous avez le droit d'ouvrir votre micro, allumer votre caméra et de poser directement votre question à Luc. Quel est le coût, c'est Janine, quel est le coût d'un tel circuit sur combien de jours ce circuit est proposé? Ah ben, le coût d'un circuit. Bon, nous, on a l'habitude de travailler toujours sur mesure, donc on essaie toujours de s'adapter soit à ce que l'agence veut proposer à ses clients, soit directement aux demandes spécifiques du client. Donc, ça dépend du type d'hébergement qui est retenu, de la durée, du nombre de personnes, évidemment. Je dirais que sur un circuit d'une semaine à 4 personnes, un petit peu comme on a vu, s'il n'y a pas de bivouac sauvage qui demande une infrastructure beaucoup plus lourde, je ne sais pas, on va tourner dans les 750 € la semaine en demi-pension ou même en pension complète avec des repas simples à midi en compagnie des locaux, dans des petits snacks, des petits restaurants. Voilà. Mais bon, c'est juste une idée, hein, parce que... Oui, en principe, les clients aiment bien la pension complète, hein, le français, avec boissons incluses. Et puis, effectivement, ce type de circuit, mais sans parler de bivouacs spéciaux, parce que après, c'est à la demande, hein, bien évidemment. Mais là, ce type de circuit comme ça, hors circuit, enfin, qui sort de la visite du Maroc qu'on a l'habitude de faire, Ouais. ça peut bien faire, quoi. Bon, là, je vous ai mis la totale avec des bivouacs sauvages. Hein. Ça, c'est mon dada. C'est ce que j'adore vendre quand je le peux. Mais bien évidemment, comme vous dites, il y a des gens qui sont un petit peu réticents, à qui ça ne plaît pas de dormir dans de telles conditions. Mais je suis déjà parvenu à faire ces expériences-là, des gens qui n'avaient jamais bivouaqué de leur vie, même un vieux monsieur de 88 ans, incontinent, qui a fait une semaine de bivouac sauvage, mais bon, imaginez le souvenir qu'ils en ont gardé. Et ça le fait à chaque fois. Hein. Il y a beaucoup de côté psychologique dans le fait de penser ne pas pouvoir le faire. Et souvent, ce sont les parents qui sont les éléments bloquants par rapport à leurs enfants, parce que les enfants, ils vont traverser ça facilement, quoi. Ça va être le pied pour eux. Mais bon, il n'y a pas que des formules de bivouac sauvage. Hein. Là, encore une fois, je vous ai mis vraiment la totale, je vais dire. Oui, c'est ça. Oui, donc, Il faut bien justifier le nom de mon agence. et le départ, c'est pour le vol, l'arrivée du vol pour faire ce type de circuit. Vous avez dit que c'était à Agadir, c'est ça? Alors, pour celui-là, plus spécifiquement, oui, Agadir, c'est mieux parce qu'on économise quand même 4 heures de route entre Marrakech et Agadir. Et puis souvent, une fois qu'on arrive à Agadir, on peut déjà emmener les clients à 2-3 heures de là. Ils sont déjà tout de suite immergés parce qu'à Agadir, il y a, comme on dit chez nous, à Agadir, rien à dire. Donc, et Marrakech, Arnakech. Donc, il vaut mieux, si les gens en plus connaissent déjà Marrakech, qui veulent de l'authentique, ben, il faut éviter de leur imposer 2 nuits à Marrakech en début et fin de circuit parce que les vols vont évidemment vous obliger à y passer la nuit. Donc, on gagne en temps, en argent, même si le vol à Agadir est un tout petit peu plus cher parfois, pas toujours. Voilà, mais il y a des circuits un peu similaires qui peuvent se faire au départ aussi qui sont un peu plus à l'est, dans l'anti-Atlas, plus à l'est, ou dans la vallée de Dra, ou à l'Erchegaga, que j'ai évoqué, plutôt que Merzouga. Il y a moyen de faire ça au départ de Marrakech, ou même d'Agadir aussi. Il faut voir les vols qui conviennent. La compagnie aérienne la plus utilisée des Français, vous avez une idée?
Mais moi, je trouve que j'ai de plus en plus de demandes, comme je disais tout à l'heure, dans la présentation de villes de moyenne importance vers des aéroports de moindre importance. J'ai évoqué Fès, Angers, bon, ça c'est tout au nord, hein, c'est pas pour ce type de circuit dans le sud, mais Essaouira, par exemple, au départ de, je sais plus, il faut regarder sur Internet, au départ de Rennes, au départ de je sais plus où, dans le sud, de Bordeaux, de Et c'est qui vole en général, ils arrivent par quelle compagnie aérienne? bah, il y a des low cost, hein, Ryanair et compagnie, la low cost d'Air France aussi, comment s'appelle-t-elle Hmm. ouais, Transavia. euh, Transavia, voilà. Euh, bon, bah, de toute façon, il suffit d'utiliser un comparateur ou une recherche enfin, vous allez trouver, hein. Mais bon, quand les clients sont un petit peu loin de Paris, ça peut être une belle alternative aussi à proposer, comme de partir d'un aéroport régional en France et d'arriver peut-être ailleurs que Marrakech au Maroc. Alors, il y a une question. Héloïse, c'est ça? Si les voyageurs individuels souhaitent néanmoins un circuit mixant charme et Maroc profond bivouac, haut de gamme Marrakech désert d'affaires, que vous pouvez proposer, de Nice n'auront pas trop de choix des vols. Oui, bah ça c'est souvent le cas en fait. Je propose souvent des choses qui sont fort différentes en termes de niveau de confort. C'est-à-dire que on se rend compte effectivement que les gens sont prêts à dormir dans une casbah, dans un hébergement authentique, on va dire simple, quand même une salle de bain privative, etc. C'est propre et tout, mais enfin c'est un hébergement de base. Ils sont prêts à faire une nuit en bivouac, même sauvage s'il le faut, mais par contre voudront se faire 2 nuits dans un riad de 4 étoiles, confortable, en fin de séjour. Donc tout est faisable, il y a pas de souci. Vous me parlez du désert d'Agafay, bon, ça c'est déjà ça m'énerve déjà ce mot désert d'Agafay, c'est totalement surfait et puis c'est du marketing pur. Il y a pas de désert à Agafay. Enfin, c'est juste un environnement un petit peu minéral, un petit peu aride, que des gros malins ont appelé désert et où les gens vont faire du quad et du dromadaire. Et bon, c'est vraiment pas le Maroc, hein, soyons clairs. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Luc? Et Catherine, hein, Luc, te remercie pour cette présentation qui donne envie de retourner au Maroc, hors des sentiers battus. Eh ben, c'est très gentil, Catherine. N'hésitez pas, vous avez encore le temps de poser des nouvelles questions, comme Janine directement de vive voix, ou comme Héloïse dans le chat. Oui, ben moi je terminerai par dire, que je t'en parlais tout à l'heure, Martin, je pense que le prochain webinaire que je ferai sera plutôt orienté sur les déserts du Maroc, pour un peu démystifier, j'en ai parlé durant cette présentation, mais il y a énormément à dire sur le désert et la façon de l'appréhender, de le faire. Beaucoup de choses sont complètement surfaites et ont changé dans les dernières années. Et malgré tout, on constate toujours la même façon de vouloir proposer le désert. Je pense que, bon, j'ai le cas avec une agence italienne, je les ai fait changer un peu leur fusil d'épaule, qui proposait toujours la même chose, ne se rendaient pas compte que ces bivouacs n'étaient plus dans les dunes et étaient juste à côté des hôtels. Alors bon, souvent les clients, ils ne se plaignent pas, ils sont contents d'avoir plein de sable, mais enfin, c'est vraiment pas ce qu'on veut proposer en fait. On s'attend à être immergé dans les dunes et dans le sable et pas à côté d'hôtels ou à côté de 50 autres campements, quoi. Donc, je pense que je parlerai de tout ça dans un prochain webinaire, si ça t'intéresse, Martin. Eh bien oui, avec grand plaisir. Ce sera un autre sujet très original pour présenter la destination. Voilà, plutôt que la destination, la thématique désert. Ouais.
Oui, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde, comme certains réceptifs ont pu faire des webinaires sur la route de la soie l'année dernière. Mhm. Le désert, la thématique désert marocain sera suivie, je pense. Ok, ben merci pour votre Merci à vous. présence et votre intérêt et cet échange sympathique. Merci à tous. Merci Luc, et puis à bientôt pour de nouveaux webinaires. Oui, puis n'hésitez pas si vous voulez me contacter. Envoyez-moi un WhatsApp, un email, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Comme le dit Bon, je vous envoie le replay avec les coordonnées de Luc dans l'après-midi. Donc vous aurez tout, et je vous mettrai également le lien d'une vidéo que Luc a fait récemment. Donc vous pourrez la visionner également dans ce mail. À très bientôt. merci à vous. Merci.